Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire qui a pour thème Soins et santé environnementale, une occasion de repenser le soin. Alors ce webinaire est organisé par le CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur et financé par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de son plan régional santé-environnement. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Philippe Perrin. Philippe est éco-infirmier et directeur de l'Institut de formation en santé environnementale, l'IFSEN. Et nous aurons également une invitée qui nous rejoindra à la fin de l'intervention. Il s'agit de Virginie Pouget. Virginie est donc chargée de mission à la direction santé, formation sanitaire et sociale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Alors peut-être en introduction, quelques mots, Monsieur Perrin, notamment pour nous présenter un petit peu le cadre de ce webinaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de votre présence. Merci aussi de la confiance des structures qui m'ont sollicité. Le cadre de ce webinaire, donc ce que je vais vous présenter, c'est déjà des éléments de concept et puis on va essayer de voir un peu tout ce qui peut être, mis en place. On va essayer de trouver des solutions pour, participer à la mise en place d'éco-soins, de la prise en compte de cette santé environnementale dans le monde du soin. Et puis on laissera un temps à des questions, parce que cette thématique est très, très vaste et je pense qu'il y aura beaucoup de questions et on essaiera de voir dans les différentes questions ce qu'il est possible de faire. Oui, tout à fait. Alors, nous vous invitons à poser vos questions dans le chat, hein, l'onglet conversation de la plateforme Teams. N'hésitez pas tout au long de l'intervention de Philippe Perrin. Pour rappel, ce webinaire est enregistré. C'est pourquoi nous vous demandons de couper vos caméras, vos micros, afin d'éviter tout risque de larcène. Voilà, on se retrouve à la suite de votre exposé, Philippe. C'est donc à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que c'est bon. Ça va, il y a pas de j'ai pas de retour, c'est bon? C'est tout bon, on peut y aller. Merci beaucoup donc et bienvenue pour ce webinaire. Alors je vais me présenter un petit peu mieux peut-être à la fin en fait de cette intervention pour faire cohérence avec mon discours. Voilà, je suis un éco-infirmier et je suis aussi directeur de l'Institut de formation en santé environnementale, qui est une structure qu'on a créée il y a un peu plus d'une douzaine d'années et qui dispense une grosse formation sur ces sujets justement de santé environnementale et je suis basé en Savoie, à Aix-les-Bains. Alors, déjà peut-être, commençons par poser le décor. Qu'est-ce que c'est que la santé environnementale? Comment elle se définit? Eh bien, voici une définition qui a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé en 94 concernant la santé environnementale. Elle comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Voilà, vous imaginez l'étendue du sujet, c'est la santé environnementale, évaluer comment tous ces éléments participent de près ou de loin à notre santé. Ça fait beaucoup de choses. Les facteurs physiques, on peut parler des pollutions radioactives, des rayonnements électromagnétiques, par exemple. On peut parler de la température, bien sûr, on peut parler de la lumière, on peut parler d'énormément de facteurs. Les facteurs chimiques, on va pouvoir parler des pesticides, par exemple, des contaminants qu'on peut trouver dans l'eau, dans les cosmétiques, dans l'alimentation, bien sûr, des perturbateurs endocriniens, par exemple, et cetera. Les facteurs biologiques, bah, c'est tout ce qui peut effectivement être, à l'origine des maladies infectieuses, alors tous les microbes en règle générale, par exemple, mais on peut aussi mettre dans cette caractéristique biologique les éléments de type, les allergènes, par exemple, les tous les contaminants dans les poussières, par exemple, notamment les éléments de moisissure, par exemple. Les aspects sociaux, psychosociaux, les conditions de vie, les revenus, la culture, en fait, quand on essaye de faire le tour de tout ça, en fait, ce sont tous les éléments qui vont déterminer la bonne ou la moins bonne santé d'une population ou d'un individu. On peut parler pratiquement de ce qu'on appelle l'exposome, c'est un concept qui est apparu il y a quelques années et qui laisse à penser, c'est l'ensemble des expositions auxquelles est soumis un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc c'est un très vaste sujet, c'est ce qui le rend d'ailleurs assez passionnant.
Elle concerne la santé environnementale, également la politique, les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Autant vous dire, il y a du travail. Alors, dans les différents concepts qui sont associés de près ou de loin au champ de la santé environnementale, on peut aussi parler de santé planétaire. Toutes ces thématiques sont en fait assez proches. Bon, elles définissent des niveaux un peu différents peut-être, mais ce sont des concepts assez cohérents les uns par rapport aux autres. Un de ces concepts qui a émergé aussi, plutôt récemment, c'est le concept One Health. De quoi il s'agit? Pour l'expliquer, voici un exemple. On est dans le sud-est asiatique, fin des années 90. Des forêts tropicales, des pans entiers de la forêt tropicale sont incendiés pour donner naissance à la culture de palmiers à huile. Dans ces forêts vivent des chauves-souris. Des chauves-souris, frugivores, et ces chauves-souris, suite à l'incendie de ces forêts, bien sûr, se déplacent, et ces chauves-souris vont embarquer avec elles leur microbiote. On sait que sur les populations humaines, on parle de plus en plus de ce fameux microbiote intestinal, mais on a des microbiotes un peu partout, sur la peau, dans le système respiratoire, et cetera. C'est la même chose pour les populations animales, et les chauves-souris vont se déplacer, bien sûr, avec leur microbiote, notamment intestinal. Et elles vont se retrouver à côtoyer des cochons qu'elles n'avaient jamais côtoyés jusque-là. Le cochon, lui aussi, a des microbiotes, et les virus, par exemple, contenus dans l'intestin de la chauve-souris et du cochon, certains de ces virus sont de familles comparables, et ces différents virus sont loin les uns des autres, étaient loin des uns des autres avant ces incendies. Les populations humaines ne sont pas affectées par le virus ni de la chauve-souris, ni celui du cochon, ni enfin aucun des 2 virus mères. Mais ces 2 virus vont se retrouver rencontrés parce que les chauves-souris donc côtoient les cochons, notamment dans les porcheries. À ce moment-là, la déjection des chauves-souris tombe sur l'alimentation des cochons, sur les cochons eux-mêmes, et on va avoir une rencontre de ces virus qui, sans danger chacun chez l'espèce humaine, vont néanmoins donner naissance à une descendance, à un nouveau virus qui, lui, est redoutable sur la santé des populations humaines. Ce virus, un nouveau virus en quelque sorte, est apparu suite à cette rencontre de ces populations animales. Ce virus s'appelle le virus Nipah. On n'en parle pas dans nos pays développés. Il est sous très haute surveillance dans le sud-est asiatique parce que c'est un virus qui est assez épouvantable en termes de mortalité, 40 à 70. Heureusement, c'est un virus qui se transmet très très mal d'un individu à un autre. Il faut un contact prolongé, mais c'est un virus sous très haute surveillance. Eh bien, on est ici dans ce qu'on appelle une zoonose, une maladie transmise du monde animal aux populations humaines. Et on illustre très bien avec ça le concept une seule santé qui se retrouve à l'interface, en fait, One Health, le concept qui se retrouve à l'interface entre la santé de l'environnement, ici un environnement dégradé, une santé animale qui est perturbée et la santé humaine qui va en pâtir. Ces différents niveaux de prise en compte de la santé animale, environnementale et humaine sont aujourd'hui documentés et sont aujourd'hui repris en compte par de très nombreuses structures, de très nombreux organismes nationaux et internationaux. Et puisqu'on parle des populations animales, et même des populations animales assez surprenantes qui peuvent nous aider dans le monde du soin. On a, par exemple, des auxiliaires de soins qui sont connus depuis longtemps, comme la sangsue, par exemple, qui va être utilisée pour certains types de greffes, par exemple, qui retrouvent ces lettres de noblesse qu'elles avaient perdues d'ailleurs à une certaine époque. L'asticothérapie, les asticots font un travail chirurgical d'une extraordinaire précision. Le miel, qui est utilisé, par exemple, aussi pour cicatriser des plaies. J'ai travaillé avec du miel quand j'étais moi-même infirmier. Des poissons qui peuvent, débarrasser des patients de leur psoriasis. On a toute une série d'auxiliaires de soins qui sont déjà utilisés dans le monde du soin. Mais on sait peut-être plus encore que de très nombreux médicaments sont eux-mêmes tirés du monde animal ou végétal. En voici quelques exemples. La vinblastine, un antimitotique, très efficace, issu de la pervenche de Madagascar, la cyclosporine d'un champignon norvégien, l'aspirine tirée du saule, on parle d'acide acétylsalicylique, le saule. Je rentre pas dans le détail, il y a énormément de médicaments qui sont tirés du monde animal ou végétal. On estime 60 à 70 de ces médicaments. Donc on a besoin, et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que le monde du soin est peut-être le secteur qui a le plus besoin d'une biodiversité préservée.
c'est assez surprenant parce que on se sent dans le monde du soin très, très éloigné de cette biodiversité alors qu'elle est la base de la construction de notre savoir médicinal. Et puis, quand on va chercher un peu plus loin, on découvre des sujets qui sont passionnants, la pharmacognosie notamment. Zoopharmaco, bah, le savoir, en fait, gnosie, c'est le savoir. Zoopharmaco, le savoir animal des produits médicamenteux. On l'a observé depuis longtemps et vous le savez vous-même, les chats, les chiens qui peuvent se purger en mangeant de l'herbe. Donc, il y a une connaissance de l'usage de certaines plantes pour la santé de ces populations animales. On sait qu'il y a des antiparasitaires utilisés par de très nombreuses populations animales, justement de ce type-là. Plus récemment, on a découvert, c'est assez passionnant, comment des orang-outans utilisent des plantes pour, se soigner, pour soigner des plaies. Ils vont chercher certains types de plantes dans les forêts, vont mâcher les feuilles de ces plantes et vont les appliquer ensuite en cataplasme sur des plaies et ils ont du coup l'application d'un véritable médicament issu du monde végétal. C'est un savoir assez incroyable quand on y pense. On a de très nombreux exemples, hein, d'usage d'une bonne attention, on va dire, qu'on prête aux populations animales quand elles vont utiliser tel ou tel type de plante, par exemple, pour se soigner. Et c'est peut-être d'ailleurs du monde animal qu'on a extrait une partie de nos connaissances de l'intérêt des plantes pour nous soigner. En observant correctement le monde animal, on a pu peut-être se dire, tiens, si les populations animales se servent de telle ou telle plante pour se soigner, peut-être que ces plantes pourraient avoir pour nous aussi beaucoup de vertus. On pourrait prendre de très nombreux exemples. Il y a l'exemple de la propolis, qui va permettre de protéger des abeilles des infections, par exemple. On voilà, on pourrait parler du panier garni du bouquet garni qui est utilisé dans nos plats pour parfumer des sauces, qui joue un rôle aussi antiseptique et c'est justement des plantes similaires que les populations d'oiseaux utilisent pour constituer leur nid. Peut-être qu'une part effectivement de nos connaissances sur la, le savoir qu'on pourrait avoir du bon usage des plantes médicinales est en partie lié à la bonne observation des populations animales sur leur territoire. Les orang-outans qui utilisaient ces plantes disparaissent de ces forêts progressivement et c'est un peu les médecins de ces forêts, avec un savoir, une zoopharmacognosie qui pourrait peut-être être intéressante à préserver. La biodiversité, elle joue aussi un rôle très important dans nos intestins, par exemple. Nous avons une véritable forêt tropicale, là aussi au niveau intestinal. J'entends forêt tropicale au niveau de la diversité des microbes que nous hébergeons. On parle de 3 millions de gènes bactériens dans nos intestins. On a 700 à 800 grammes de microbes dans nos intestins. Quand on en est à peser le monde microbien, ça veut dire que c'est quand même du très très lourd. 700 à 800 grammes de microbes dans nos intestins qui vont jouer un rôle très important dans la digestion et on sait aujourd'hui que la diversité de ce monde microbien est un aspect très important de la relation entre ce microbiote et notre santé. Quand on compare ces 3 millions de gènes bactériens aux 23 000 gènes humains, on se rend compte qu'on a effectivement une extraordinaire biodiversité, intestinale qu'on peut caractériser à travers ce qu'on appelle la métagénomique, qui est une évaluation en fait de notre génome, de l'ensemble du génome plutôt des bactéries, des éléments microbiens qui tapissent nos intestins. Et on sait que plus cette, diversité est importante, plus, notre corps est apte à se battre contre des allergies, des maladies auto-immunes, des maladies psychiatriques, du diabète, de l'obésité, des maladies inflammatoires, des maladies cardiovasculaires. Autant dire que la biodiversité, elle est pas seulement importante pour l'extérieur, on parlait tout à l'heure des plantes et des animaux qui utilisent ces plantes, de ce savoir qui nous reste à découvrir dans le monde végétal, par exemple, qui est extraordinaire. Cette biodiversité qui s'effondre, c'est un peu la pharmacie de nos descendants qui est en train de se détruire, mais prendre soin de cette biodiversité intérieure, c'est tout aussi important. La biodiversité, c'est la santé. Et puis, quand on parle d'ailleurs, du mauvais, état de notre microbiote intestinal, on le doit souvent à des antibiotiques, qui sont bien sûr à prendre quand il est nécessaire, mais ça doit toujours se faire dans une balance bénéfice-risque, bien évidemment, qui doit être évaluée par le prescripteur.
Et puis l'antibiorésistance, dont on parle de plus en plus souvent, qui sera responsable officiellement d'au moins 5 000 morts par an, c'est énorme. Et on sait qu'on a de plus en plus d'inquiétudes pour l'avenir, puisqu'on est en train de perdre nos dernières résistances antibiotiques, enfin nos derniers antibiotiques, nos dernières classes d'antibiotiques sont en train de tomber face à cette évolution, cette adaptation du monde bactérien. C'est extrêmement inquiétant. Il faut réduire la prise d'antibiotiques, on le sait en médecine humaine, on le sait aussi en médecine vétérinaire, qui a fait des progrès tout à fait considérables pour réduire la consommation d'antibiotiques. Dans les populations humaines, il y a une baisse limitée, malheureusement, il faut aller plus loin, il y a encore trop de prescriptions d'antibiotiques qui ne sont pas forcément adaptées. Et puis le devenir des antibiotiques qui ne sont pas consommés, qui malheureusement trop souvent sont jetés dans des poubelles ou sont jetés dans des égouts, alors que on le sait, il y a des collectes spécifiques dans le monde, chez les, pharmaciens, des collectes, qui sont proposées par l'ensemble des pharmaciens, c'est l'opération Cyclamet. On sait que des bactéries, du coup, résistantes se trouvent maintenant dans les milieux naturels parce que nous avons rejeté des antibiotiques de façon importante, à la fois dans les élevages et aussi dans les égouts, dans les eaux usées issues des modes de vie humains. Et on sait aussi que donc l'antibiorésistance chez les populations animales se transmet aussi aux populations humaines via l'alimentation, via différents processus. Et tous ces éléments donc inquiètent énormément les spécialistes, donc il faut réduire urgemment la consommation d'antibiotiques et l'adapter à une juste prescription. Il ne faudrait pas pour autant oublier que d'autres facteurs peuvent favoriser cette pression de sélection sur le monde microbien. Beaucoup de pesticides, notamment, on parle beaucoup du glyphosate. Le glyphosate, c'est la molécule active du Roundup, vous savez, cet herbicide le plus utilisé sur la planète. Eh bien, on sait trop peu, mais le glyphosate a failli connaître une vie d'antibiotique, puisque c'était un antibiotique de très large spectre qui a en fait fini par être un désherbant plutôt qu'un antibiotique. Mais on sait au niveau du glyphosate qu'on a une proportion très importante des bactéries de nos intestins qui sont très sensibles. Or, nous mangeons des traces de glyphosate dans notre alimentation, avec des pressions donc de sélection qui s'opèrent sur nos bactéries intestinales et des risques donc d'apparition de résistance à des produits antibiotiques où on a de l'apparition de résistance croisée possible autour de ces expositions à des pesticides. C'est un vrai souci de santé publique. C'est malheureusement trop peu connu. On pourrait parler aussi des fongicides qui perdent progressivement leur efficacité en médecine humaine parce qu'on utilise énormément des fongicides assez proches dans le stockage, par exemple, des céréales dans le monde agricole. Donc il y a une vraie question qui doit être transversale, qui ne concerne pas que le monde du soin, mais qui concerne aussi le monde de l'élevage, par exemple le monde de l'agriculture. Et puis, il ne faut pas le perdre de vue, surtout, on a une très très grosse consommation d'antibactériens, d'antiseptiques, de désinfectants, et ça, c'est malheureusement pas du tout contrôlé. On ne parle pas de réduire notre consommation de ces antibactériens. Et regardez les publicités qui vous incitent aujourd'hui à surconsommer des désinfectants. C'est une véritable stupidité monumentale. On sait que la plupart du temps, on n'a pas besoin de désinfectants chez soi. Et même dans le monde du soin, dans votre région, par exemple, on a eu des travaux qui ont été remarquablement faits par notamment le docteur Heu, Carenco, le docteur Carenco, qui est un médecin qui travaille beaucoup sur l'hygiène hospitalière, qui a réussi à réduire de façon assez drastique la consommation de désinfectants dans de nombreux centres hospitaliers, sans bien sûr augmenter le taux de consommation de le taux d'exposition à des maladies nosocomiales. Donc on doit réduire la pression qu'on exerce sur le monde microbien dans les écosystèmes à travers le rejet des désinfectants et comme le disait, un le docteur Skinazi, président de la commission, du Haut Conseil de santé publique sur la commission de santé environnement, le nettoyage, c'est l'usage, la désinfection, ça doit être l'exception. C'est donc des consommations de désinfectants qu'il faut savoir adapter à un bon usage en concentration correcte et là où c'est vraiment nécessaire. Très souvent, on peut se débarrasser par une simple action mécanique à un niveau suffisant des bactéries, des éléments microbiens qui sont sur une surface. Un autre élément important à considérer aussi, c'est l'usage d'agents, de puissants, antimicrobiens qui sont utilisés comme conservateurs dans les cosmétiques, par exemple. C'est la famille de ce qu'on appelle les isothiazolinones, des noms à coucher dehors, mais repérés, observés dans les produits que vous utilisez, les produits cosmétiques que vous utilisez chez vous, par exemple.
mais aussi dans le monde du soin, pour vous laver les mains, par exemple. Est-ce que les produits que vous utilisez contiennent, oui ou non, des isothiazolinone sous forme alors, il y a la méthylisothiazolinone, il y a la méthylchloroisothiazolinone. Il y a une famille assez importante de ces composés qui sont certes des désinfectants, mais qui n'ont pas vraiment grand-chose à faire dans nos cosmétiques la plupart du temps et qui vont avoir quelques inconvénients notables, notamment de provoquer pour la santé humaine, de gros problèmes d'eczéma, d'allergie, à tel point que ces isothiazolinones ont été très fortement réglementées puisque, par exemple, elles sont interdites aujourd'hui dans les cosmétiques appliqués sans rinçage. Donc, ça peut encore se retrouver dans des produits pour se laver les mains, par exemple. On trouve ça encore beaucoup dans le monde du soin et c'est responsable de problèmes dermatologiques chez les soignants, surtout lorsqu'on utilise les produits en quantité non recommandée. On utilise souvent trop de produits et on ne rince pas suffisamment. Ce qui fait que le produit qui était censé être rincé ne l'est pas. Ça coûte cher à l'établissement, ça coûte cher aux praticiens et c'est aussi un impact conséquent pour sa santé et c'est aussi un impact pour l'environnement puisque des études relativement récentes, quoi qu'on le pensait depuis déjà pas mal de temps, semblent pencher pour un effet particulièrement délétère de ces isothiazolinones, comme étant des puissants agents qui vont perturber le monde microbien, et le monde fongique, les moisissures qu'on trouve dans les sols qui jouent un rôle très important dans la vie microbienne des sols. Donc là, on est encore dans quelque chose qui va nous permettre de faire des économies, en même temps de protéger notre santé et de faire un geste pour préserver l'environnement en évitant notamment ces composés. Dans un tout autre aspect, voici par exemple des liens assez surprenants entre le changement climatique et les cancers de la vessie. Quel lien entre le changement climatique et les cancers de la vessie? On peut réfléchir un moment, j'adore faire ces liens de choses qui paraissent très très éloignées et qui pour autant sont en lien. Par quel mécanisme? Le changement climatique augmente la température des milieux. Cette température des milieux qui augmente, c'est aussi une augmentation de la température des stockages et des ressources en eau. On a un mécanisme aussi lié au changement climatique avec des précipitations plus violentes qui vont favoriser des mécanismes d'érosion et plus de matière organique en suspension dans les cours d'eau, potentiellement dans les ressources en eau. Donc, on a un plus fort risque de contamination microbienne. Comme le risque de contamination microbienne augmente, on va augmenter le niveau de désinfection de l'eau, notamment à travers la chloration. Or, la chloration de l'eau conduit à la formation de ce qu'on appelle des sous-produits de chloration, qui sont eux-mêmes fortement soupçonnés être associés à différents types de cancers, principalement au cancer de la vessie. Bon, ça c'est une illustration de comment le changement climatique peut affecter au final la santé humaine. C'est un des mécanismes, un des très nombreux mécanismes que nous connaissons aujourd'hui. Alors justement, j'aime beaucoup faire cette comparaison quand on parle maintenant de transition écologique. La transition écologique, on nous dit qu'il va falloir augmenter très sensiblement notre production d'électricité parce que nous sommes face à une augmentation très, très forte de cette consommation d'électricité pour décarboner nos sociétés, le trafic routier par exemple, et cetera. Oui, mais comment faire pour assurer nos besoins électriques sans recourir à du pétrole, du gaz, sans recourir pour autant à des installations nucléaires très coûteuses avec toujours la gestion des déchets radioactifs dont on ne sait pas toujours quoi faire? J'aime beaucoup le scénario Négawatt qui a été créé par une association qui vit il parle pas de mégawatts, de négawatts, en disant et on pourrait tout simplement imaginer une société qui, partant d'une hausse de la consommation d'électricité, pourrait arriver à une baisse de la consommation d'électricité, en fait, on va dire d'énergie plus exactement, excusez-moi. Eh bien, passer de l'un à l'autre, ce serait déjà commencer à réfléchir sur nos besoins. Et la première chose, ce serait d'interroger ces besoins, de privilégier les plus utiles et de réduire les consommations inutiles. C'est ce qu'on va appeler la sobriété. Ça peut se voir à une échelle collective comme à une échelle individuelle. À une échelle individuelle, est-ce qu'on a besoin d'un deuxième frigo? Est-ce qu'on a besoin d'un congélateur? Est-ce qu'on a besoin d'un sèche-linge? Ce sont des équipements. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces équipements? Et si ces équipements, on en a vraiment besoin, se pose la question ensuite, alors à ce moment-là, de leur efficacité. Donc du choix d'un équipement qui soit le moins impactant en termes de consommation d'énergie. On a des étiquettes énergie qui nous permettent de faire ce genre d'observation. Et puis enfin, et enfin seulement, on peut réfléchir à ce moment-là à l'usage des énergies renouvelables.
qui ne seront pas là juste pour pallier notre surconsommation d'électricité, mais qui doivent être mis dans un contexte d'abord de sobriété, puis d'efficacité. Alors, on paraît très, très loin du monde du soin. En fait, c'est cette comparaison, je voudrais la faire avec le monde du soin parce qu'elle est très intéressante. Et si on parle de transition écologique dans le monde du soin, on peut là aussi parler de sobriété, d'efficacité, et puis peut-être plutôt que de parler de renouvelable, parler d'éco-soin. Alors, je vais revenir à ces notions de sobriété, d'efficacité et d'éco-soin. Prenons, pour commencer, le domaine des éco-soins. L'achat durable. On peut déjà faire des choix réfléchis avec l'usage, avec le repérage et le choix donc de produits moins impactants sur l'environnement, moins impactants sur la santé. Il y a différents labels qu'on va trouver dans les cosmétiques, par exemple, qu'on va trouver dans des désinfectants, qu'on peut trouver ici sur l'exploitation forestière, sur du commerce équitable, que sais-je, sur des produits ménagers, par exemple, sur l'alimentation aussi biologique, par exemple. Tout ça, ce sont des achats durables qui peuvent être privilégiés à la suite du repérage de certains de ces labels. Lutte contre le gaspillage, là, il y a un potentiel absolument énorme. C'est d'autant plus important à considérer qu'on sait aujourd'hui que le monde du soin est responsable à lui seul de 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. 8%, c'est un secteur très émetteur de gaz à effet de serre. Eh bien, quand on regarde maintenant le détail de l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre, l'achat de médicaments est à lui seul responsable d'un tiers de ces émissions de gaz à effet de serre. Autant vous dire qu'il y a un très très gros volant d'action pour éviter notamment le gaspillage qui reste très fort des médicaments. Lutter contre le gaspillage des médicaments, c'est bien sûr protéger aussi notre santé publique, protéger notre système de santé, protéger notre sécurité sociale. C'est aussi réduire, les rejets de ces médicaments dans des médicaments non utilisés, notamment dans les égouts, dans les poubelles, par exemple, et c'est aussi lutter contre la surprescription médicale, la surconsommation médicale en règle générale, qui peut conduire à des maladies iatrogéniques. D'ailleurs, à propos de la prescription médicale, même s'il ne semble pas parfait, effectivement, il y a un indicateur qui peut être pris en compte par notamment le monde des prescripteurs. C'est une classification qui a été établie dans les pays d'Europe du Nord, en Suède, où les prescripteurs peuvent choisir une molécule pharmaceutique, non pas simplement en fonction de son bénéfice, bien sûr, pour le patient, de ses effets secondaires, de son coût, mais ils peuvent aujourd'hui choisir à efficacité et à coût équivalent des molécules qui sont moins impactantes sur l'environnement. Ce classement, il va d'une échelle de 0 à 9 et il prend en compte trois paramètres. On parle d'indice PBT, P pour persistant, donc la durabilité de la molécule dans le milieu, B, bioaccumulable, donc la capacité de cette molécule à se stocker dans les tissus, et T pour toxique. Donc on a un indicateur qui va aller de 0 pour la molécule la moins dangereuse, qui ne sera pas persistante, ni biodégradable, ni pardon, bioaccumulable, ni toxique, jusqu'à 9, la molécule qui le sera plus. Ça, c'est un indicateur qui pourrait être mis aussi dans les mains des prescripteurs, par exemple, qu'il faudrait peut-être adapter parce que c'est clair que cet, indicateur ne semble pas forcément tout à fait adapté. Il faut l'améliorer sans doute. Et puis on peut aussi réfléchir dans l'éco-conception du soin sur la politique des transports, des patients, du personnel. Comment se déplace-t-on pour aller à son, travail dans un service hospitalier? Comment est-ce qu'on fait sa tournée quand on est infirmier, infirmière libérale? Apprendre l'éco-conduite, par exemple, aussi. La consommation d'eau. Et il y a plein de choses à dire sur comment réduire notre consommation d'eau. Il y a la gestion des déchets, bien sûr, qui est souvent pris qu'on voit souvent en premier lieu. Il y a la quantité d'énergie consommée, beaucoup de volants d'action sur l'éco-conception du soin. On peut aussi se rapprocher, avec, pas mal de bonheur de l'ANAP, qui est l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, qui travaille sur les soins éco-responsables et sur son site, vous trouvez toute une série d'outils qui vous permettent de réfléchir effectivement à comment faire des soins plus éco-responsables. Il y a la partie ensuite efficacité et la partie efficacité, c'est la juste prescription. C'est peut-être, alors ça concerne les prescripteurs, mais avoir plus de pratiques cliniques pour moins de prescriptions d'examens. On sait que très souvent aujourd'hui, on a des problèmes de formation à la clinique de l'ensemble des professionnels de santé. Une meilleure observation, un meilleur apprentissage de la clinique permettrait peut-être de réduire la consommation d'examens, qui par ailleurs aussi est très très
encouragé, je dirais, par les souhaits des patients eux-mêmes. C'est aussi aux patients qu'il va falloir penser pour dire que forcément, un scanner n'a pas forcément lieu d'être quand, une simple radio suffirait. Et que dans certains cas, la radio n'a peut-être pas forcément n'est pas forcément indispensable. C'est au prescripteur, bien sûr, de déterminer ce genre de choses, mais c'est aussi aux simples citoyens, aux simples consommateurs de soins que nous sommes, de cesser de faire une pression sur les prescripteurs pour surajouter des prescriptions d'examen, par exemple, qui n'ont pas forcément lieu d'être. Il faut questionner la prise de médicaments, si on disait, et prescrire un meilleur environnement. Et là, ce seraient des choses qui devraient être, je pense, enseignées dans toutes les formations de soignants, puisqu'on se développe, on se déplace de plus en plus souvent au domicile des patients. On pourrait, avec quelques connaissances, identifier au domicile d'un patient avec un œil un peu exercé, des facteurs qui seraient susceptibles d'aggraver sa pathologie. C'est très facile sur un plan respiratoire d'observer effectivement ce qui se passe en termes d'aération d'un local, par exemple, d'une pièce. Et de se dire qu'on regarde ce qu'on observe comme comportement des objets qu'on voit dans la pièce, du système d'aération qui semble plus ou moins efficace, peut-être s'équiper d'un détecteur de monoxyde de carbone, par exemple, ou de dioxyde de carbone, qui est un indicateur de confinement. On pourrait permettre à des soignants qui interviennent à domicile de pouvoir faire une synthèse très rapide de ce diagnostic environnemental et peut-être proposer aux patients, en vue d'améliorer leur santé, d'améliorer aussi l'état de leur environnement qui va impacter de façon directe ou indirecte leur propre santé. D'ailleurs, à ce propos, vous connaissez sans doute la réponse à cette question. À quel personnage les médecins prêtent-ils serment? Oui, bien sûr, c'est Hippocrate. Eh bien, Hippocrate, il y a 2400 ans de ça quand même, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Il disait: «On ne peut prétendre guérir un patient sans prendre en considération les influences de son environnement quotidien». Hippocrate était déjà à la base de la santé environnementale. Il était déjà dans une application très concrète de la santé environnementale. Les médecins qui lui prêtent serment semblent avoir malheureusement oublié ces propos, mais c'est l'ensemble du système de santé qui n'a peut-être jamais vraiment été un système de santé, mais plutôt un système de maladie. Excusez-moi, c'est un peu méchant, mais est-ce qu'on est vraiment des professionnels de santé? Je pense qu'on est plutôt des professionnels de maladie. Oh, c'est pas un triste rôle. J'ai beaucoup aimé mon métier d'infirmier, mais on ne peut plus aujourd'hui se cantonner simplement à traiter des patients malades. Il faut aujourd'hui se poser la question sur l'origine de l'explosion de ces maladies chroniques et essayer d'enrayer ces maladies avant que le système de santé, lui aussi, tombe malade. Il l'est déjà, voire ne passe l'arme à gauche. Tiens, dans un autre registre, regardez, toujours dans la même idée quand même, soigner, c'est mettre le patient dans la meilleure situation pour que la nature puisse agir. Ce n'est pas simplement appliquer un traitement. Intéressant cette idée. Les lois de santé ou de soins sont les mêmes et sont valables pour les bien portants autant que pour les malades. Il y a 5 points essentiels pour assurer l'hygiène d'une demeure: air pur, eau pure, égout efficace, propreté, lumière. À qui doit-on ces propos qui relèvent eux aussi clairement du champ de la santé environnementale? Eh bien, on les doit à Florence Nightingale, la fondatrice des soins infirmiers, pour faire simple. Ça veut dire que dans le concept même du soin infirmier, comme dans le concept de la médecine moderne, la santé environnementale, c'est la base. On l'a malheureusement oublié. Et dans l'enseignement qu'on voit tant chez les médecins que chez les infirmiers et infirmières, eh ben, ces fondamentaux ont quasiment disparu. C'est bien dommage, parce que à mieux prendre en compte les environnements dans lesquels évoluent les populations, et en favorisant des environnements plus sains, on pourrait participer très clairement à la réduction de beaucoup de cette évolution des maladies chroniques, qui sont en plus traitées par des consommations importantes de médicaments. On se souvient, 33 du budget, d'émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, c'est l'achat de médicaments. 1 kilo de médicaments, en moyenne, il faut 5 millions de litres d'eau pour le fabriquer. Imaginez-vous, ça représente l'équivalent de 80 piscines moyennes de particuliers. Combien de temps va-t-on pouvoir continuer de consommer autant de médicaments sans se poser des questions sur l'impact catastrophique des ressources en eau, sur les ressources en eau des médicaments, tant dans la fabrication que dans l'élimination au final? On pourrait parler de la consommation d'énergie aussi, qui est associée à la consommation de médicaments, qui est tout à fait considérable. Bref, réduire la consommation de médicaments serait sans doute une bonne idée à tout point de vue. Et puis aussi la sobriété. Le soin le moins polluant est celui qu'on n'a pas besoin de faire. Ça s'appelle la prévention. Un soin comme un autre, en fait. Eh bien, le cancer du sein, par exemple, on fait de la prévention
on fait des mammographies. Prévention ou pas prévention? Souvent, on me pose la question, est-ce qu'une mammographie, c'est vraiment de la prévention? Est-ce que ça n'empêchera pas une femme de développer un cancer du sein? Non, ça va dépister précocement, donc ça va permettre de réduire le risque de mutilation, enfin et puis d'un stade avancé de ce cancer du sein. Eh bien, oui, c'est de la prévention sur un plan médical, mais c'est de la prévention secondaire. Le dépistage, c'est de la prévention secondaire. Bien sûr qu'il en faut. Bien sûr qu'il faut dépister toutes sortes de maladies. C'est une très bonne chose, les anticiper pour réduire les coûts au final de cette maladie sur l'individu et sur la collectivité. Mais pourquoi, quand on fait du dépistage, du cancer du sein et de toutes sortes d'autres pathologies, on n'est pas capable, ou trop peu capable, de faire dans le même temps de la prévention primaire? La prévention primaire, c'est informer, sensibiliser sur les facteurs de risque qui sont dans les mains de la population pour réduire son risque d'apparition de la maladie. Ça tombe bien, si les personnes viennent faire un dépistage de quelque maladie que ce soit, c'est sans doute parce que cette maladie les questionne. Et leur donner un document qui leur permet de lister et de peut-être d'agir pour faire un environnement et avoir des comportements plus sains pour leur éviter de tomber dans cette maladie, ça pourrait sans doute les intéresser. Contre le cancer du sein, vous pouvez agir, voilà, des gestes simples pour vous protéger du cancer du sein. On va C'est pas la peine de parler de l'âge, c'est pas la peine de parler de la génétique, ça on n'y peut pas grand-chose, mais parler d'autres facteurs sur lesquels on peut agir serait sans doute une bonne idée. Est-ce que cette brochure existe? À ma connaissance, non. Des associations, des structures, ont essayé de faire une brochure qui ressemble un peu à ça, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce genre de brochure officiellement publiée? Voici quelques facteurs parmi d'autres, hein, qui sont incriminés dans leur augmentation du risque de cancer du sein, connus ou soupçonnés: l'alimentation trop riche, trop notamment la consommation de sucre, le cadmium, un contaminant qu'on va retrouver dans les sols du fait de l'usage d'engrais solubles qui sont issus d'extraction minière, qu'on ne trouve qu'en quantité beaucoup plus faible d'ailleurs dans l'alimentation biologique. Les champs électromagnétiques sont soupçonnés, les pesticides, la sédentarité, la consommation excessive d'alcool, les parabènes, les PCB, les rayons X, la pollution de l'air. Beaucoup de facteurs sont connus ou soupçonnés être associés au cancer du sein. En rouge ici, souligné en rouge, ceux qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Là, il y a un travail colossal à faire pour, sensibiliser la population, sensibiliser déjà les soignants et la population à la réduction de l'exposition à ces perturbateurs endocriniens. En voici quelques-uns dans cette situation autour des cancers du sein. Et puis puisqu'on parle des médicaments, on a été très heureux l'an dernier, à peu près à la même époque, de découvrir que le groupe pharmaceutique Novo Nordisk allait, pour faire face à l'augmentation très forte des populations diabétiques dans nos pays développés, notamment en France, elle allait, cette usine, agrandir ses capacités. De plus en plus de diabétiques, il va falloir de plus en plus de médicaments, de traitements, d'outils d'observation du diabète chez les patients. Eh bien, je voudrais vous parler d'un autre médicament qui, lui, ne permet pas de traiter le diabète, mais qui permet d'éviter son apparition. Prévention primaire. Un médicament remarquable qui permet de réduire en moyenne de 35 le risque d'apparition de diabète de type 2. C'est considérable. Mais ce médicament, il est aussi efficace sur le diabète et aussi sur le surpoids et l'obésité. Il permet de réduire très sensiblement le risque d'apparition de surpoids et d'obésité. C'est quand même des problèmes de santé publique qui touchent aujourd'hui les populations de pays riches, mais aussi de plus en plus de populations de pays développés. Ça va très très vite, l'épidémie d'obésité ou de diabète dans les pays du Sud, par exemple. Eh bien, ce médicament est encore aussi efficace, très efficace, sur en moyenne l'apparition des cancers de 25% réduite. Imaginez-vous un médicament qui vous permettra de réduire de 35 votre risque de diabète de type 2, de 31 votre risque d'obésité, de 25 de votre risque de cancer, toute localisation confondue. Médicament qui, en plus, permettrait de réduire sensiblement le risque d'apparition de malformations quand il est pris par des femmes enceintes. Et en plus, un médicament fabriqué dans des usines écologiques, des usines qui ne sont pas des usines à risque chimique, pas des usines classées Céveso, et ces usines qui ont en plus le bénéfice certain de prélever du gaz carbonique de l'atmosphère et de permettre leur séquestration de ces molécules dans les sols. En plus, une usine qui préserve la biodiversité, qui préserve les ressources en eau, un médicament tellement intéressant que même le Haut Conseil de santé publique a tout simplement recommandé depuis 2018 la consommation régulière de ce médicament, particulièrement pour les femmes enceintes et pour les enfants.
Intéressant. Pourtant, l'entreprise qui fabrique ce médicament est en crise depuis pratiquement 2 ans et puis le soutien des pouvoirs publics à cette entreprise est malheureusement particulièrement limité, particulièrement modeste en regard de ce qu'il conviendrait de faire. Alors, vous avez compris, c'est pas un vrai médicament. De quoi je parle? Je parle ici de l'agriculture biologique. Les chiffres que je vous ai présentés, ils sont tirés de la cohorte Nutrinet. Vous retrouverez dans le document, dans la bibliographie des éléments complémentaires sur le sujet, que vous pouvez aller chercher. La cohorte Nutrinet, qui est une excellente étude épidémiologique française menée sur de l'ordre de 70 000 personnes qui comparent toutes sortes de comportements, notamment alimentaires. Un travail remarquable, une très belle étude épidémiologique française, faite dans de très bonnes conditions et surtout avec un niveau de d'attention aux biais qui sont courants en épidémiologie, qui sont systématiques en épidémiologie, qui permettent de garantir qu'on est sur des résultats qui sont très intéressants. Alors, un résultat d'une étude épidémiologique n'est jamais en lui seul suffisant, mais quand il va s'additionner à d'autres qui donnent des résultats similaires, alors on peut commencer à avoir une quasi-certitude. Oui, il faudrait urgemment favoriser le développement de l'agriculture biologique, et particulièrement pour les populations les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes, plutôt les fœtus, les embryons, à travers leur mère, mais aussi les enfants en très bas âge, jusqu'à l'âge de 2 ans. Vous savez qu'entre la conception et l'âge de 2 ans, on parle de ce qu'on appelle la période des 1000 jours, qui est une période à très grande sensibilité vis-à-vis de ces facteurs environnementaux, notamment des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens qui sont, pour les pesticides, des produits qui sont souvent associés, puisqu'on pense aujourd'hui que c'est pratiquement 60% des résidus de pesticides qu'on trouve dans notre alimentation qui sont connus ou soupçonnés être des perturbateurs endocriniens. Eh bien, ici, c'est la ville de Strasbourg qui a développé ce qu'ils appellent des ordonnances vertes. Donc, ce sont des paniers de fruits et de légumes bio qui sont offerts gratuitement, un par semaine de ces paniers à une femme enceinte pour qu'elle puisse se nourrir de produits de qualité, biologiques, locaux, de saison, et à une période critique de son développement. Ça, c'est donc des prescriptions faites par des femmes, des sages-femmes et des médecins, auprès de ces populations. En l'échange, les populations s'engagent à assister ici à 2 ateliers de sensibilisation, notamment aux perturbateurs endocriniens. Ça donnait l'idée à d'autres collectivités de faire des choses similaires. Par exemple, ici, dans la région de Rouen, Bien manger pour bon bébé, un mécanisme à peu près équivalent de panier de fruits et de légumes biologiques, offerts gracieusement contre, là aussi, la participation de la personne à des ateliers ici de cuisine. On a quelque chose de similaire qui s'est créé aussi dans la région d'Angoulême, le Grand Angoulême, qui a développé quelque chose de similaire aussi. Donc c'est des choses qui sont en train de se diffuser. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on est ici face à des populations qui sont pas toujours en moyen de se payer des produits biologiques, qui sont dans des périodes d'extrême vulnérabilité pour leur bébé à des pesticides et on répond à des exigences, sociales, environnementales et sanitaires. Je trouve ces exemples tout à fait encourageants. Il faut diffuser ce genre de sensibilisation sur l'ensemble de la population française. Heu et puis un autre aspect aussi, quand on parle de transition écologique, il faudrait se dire que c'est peut-être dans le monde du soin aussi qu'il va falloir réfléchir sérieusement à notre impact sur les nouvelles générations de soignants. Je m'explique. 8 Français sur 10 se disent inquiets face au changement climatique. Beaucoup de ces populations, notamment de jeunes adultes, se déclarent éco-anxieux, préoccupés sur le futur climatique de la planète, sur leur propre futur, parce qu'on sait aujourd'hui que ces évolutions s'opèrent beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait. Donc c'est des populations qui sont inquiètes pour leur futur. Elles font très attention chez elles. Elles vont faire attention à leur consommation d'eau, leur consommation d'énergie, réfléchir à leur politique de d'achat, réfléchir à beaucoup de choses pour réduire leur impact sur l'environnement et quand ces populations arrivent à l'hôpital, eh ben là, c'est tout l'inverse qu'ils voient. Ils voient tout l'inverse. Une production de déchets monumentale qui choque. Moi, je vois beaucoup d'étudiants, je fais beaucoup de formations dans les écoles d'infirmières notamment, et beaucoup se trouvent extrêmement, surpris, déçus, attristés, je sais pas, par la production énorme de déchets qu'on a, par le tri souvent très discutable, les mises à disposition d'équipements qui ne sont pas toujours correctement entretenus et qui dysfonctionnent, par du gaspillage à tous les niveaux de la chaîne. Si on veut donner envie à des soignants de rester dans le monde du soin, si on veut donner envie à des populations de s'investir dans le monde du soin, il faut aussi répondre à leurs préoccupations.
De plus en plus de ces jeunes populations sont très inquiets pour leur futur quand ils voient des dégradations de l'environnement. Donc, un hôpital qui s'engage, un service de soins qui s'engage dans cette dimension, va permettre effectivement à une personne de se sentir plus en phase avec ses convictions et son travail. Et ça, ça change la vie, ça change l'envie de poursuivre le travail dans tel ou tel type de structure. Et je termine pour me présenter. Je disais, c'est quoi un éco-infirmier, une éco-infirmière? Eh bien, c'est justement quelqu'un qui va répondre à toutes ces questions qu'on se pose sur les différentes sources de contaminants auxquelles on est soumis dans notre quotidien et auxquelles les médecins, par exemple, sont malheureusement très peu en mesure de répondre, à moins qu'ils ne se soient formés sur le sujet. Un médecin qui vous voit inquiet sur la consommation des pesticides, ne sachant pas quoi vous répondre, et vous voyant très anxieux, risque de vous prescrire des anxiolytiques, quoi. C'est à peu près ça. Et il y a peut-être justement, on peut aussi se rabattre bien sûr sur internet, hein, et aller sur internet chercher des informations sur notre alimentation et je vous souhaite bien du plaisir entre les sites les plus rassurants et les sites les plus affolants. Où se situe la vérité? Je dirais plutôt où se situe la réalité scientifique, quand elle existe, parce que bien souvent, il y a des incertitudes, il y a énormément d'incertitudes sur ces sujets. Mais on a néanmoins déjà de quoi dire, déjà de quoi répondre à ces questions. Former, les personnes, les professionnels de santé à l'ensemble de cette thématique, ça leur permet d'utiliser correctement, ces connaissances pour pouvoir répondre à des questions, mais aussi, et c'est très important, on ne peut pas simplement se cantonner au constat, il faut aussi proposer des solutions simples et accessibles à tous et dans le même temps positives et donner envie. Parler d'une amélioration de la santé plutôt que de fuir des maladies, être dans le concept de ce qu'on appelle la salutogénèse plutôt que la pathogénèse. Bref, il est temps et plus qu'urgent que les soignants se forment à ces thématiques pour être en mesure de répondre à ces questions et de participer à ces gigantesques défis qui sont juste devant nous. On est face à des crises diverses et variées, sociales, écologiques, sanitaires. On est face à des attentes très fortes et des professionnels et du public sur ces thématiques. Eh bien, on peut trouver des réponses communes à travers le champ de la santé environnementale. Les Asiatiques, quand ils parlent de crise, ils utilisent deux idéogrammes. Un qui veut dire danger. Une crise est un danger et une autre qui veut dire opportunité, une chance. Est-ce que les crises que nous rencontrons ne seraient pas l'opportunité enfin de remettre en question un modèle de soins qui est d'une autre époque et qui doit urgemment s'orienter vers le champ de la prévention? Voilà. Eh bien, maintenant, je laisse la parole à une intervention et puis avant de répondre à des questions. Voilà, quelques éléments de structure qui peuvent répondre à la question. Vous trouverez ça sur le diaporama, deux ouvrages qui traitent du sujet de l'éco-responsabilité dans le monde du soin à droite, et puis du champ plutôt de la santé environnementale ici à gauche, et puis quelques éléments bibliographiques que vous avez là. Je vous remercie de votre attention. Merci La parole. beaucoup, merci Philippe Perrin pour cet exposé. Donc vous l'aurez compris, sobriété, efficacité, éco-soins, c'est le trio gagnant pour un monde des soins qui a besoin de biodiversité, de bio tout court. Voilà, dans une période de crise, effectivement, aussi d'opportunités. Ben, pour essayer de voir et de comprendre comment on peut saisir ces opportunités, ou en tout cas dans quel cadre on est de façon assez institutionnelle, on va donner la parole à Virginie Pouget. Virginie est chargée de mission à la direction santé, formation sanitaire et sociale de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, au service des actions territoriales en santé. Et donc Virginie va nous présenter la dynamique partenariale qui existe entre l'ARS, la région Sud évidemment, l'ADEME, la Fondation des hôpitaux de France, pardon, et l'ANFH, l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Donc une dynamique partenariale d'accompagnement des établissements de santé et médico-sociaux, évidemment sur cette question de la transition écologique. Une question qui est inscrite dans le plan régional santé-environnement et qui sera bientôt déclinée, donc ça Virginie va nous l'expliquer, dans une feuille de route, planification écologique de système de santé. Voilà, donc c'est une feuille de route régionale et peut-être Virginie, vous allez nous expliquer comment cette feuille de route s'articule avec le plan régional santé-environnement. À vous la parole Virginie. Bonjour tout le monde. Hem, bon, donc un sujet, on le voit, très complexe, une notion, bon, un grand intérêt, une notion d'urgence aussi.
Et donc moi, c'est simplement de vous dire en quelques mots de quelle manière les politiques publiques, finalement, intègrent, tous ces enjeux-là et en tout cas essayent, heu, de trouver des façons d'y répondre. Donc très rapidement, nous, la région, la Provence, Alpes-Côte d'Azur, on est engagé, sur la santé, à la fois sur la santé publique, à travers la santé des jeunes, mais aussi la santé environnement. La lutte contre les déserts médicaux, la lutte contre les cancers aussi, puisqu'on est sur un plan cancer régional, heu et également le soutien à l'innovation en santé. Hem Donc c'est vrai qu'engagé sur une politique régionale, en santé-environnement, donc aux côtés de l'Agence régionale de santé et la DREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. En 2021, on a commencé à engager une réflexion en se disant: «Ben, comment est-ce qu'on peut agir, heu, en direction des établissements de santé sur la santé-environnement?» Voilà. Hem et on l'a montré, enfin voilà, monsieur Perrin l'a bien indiqué, ces établissements de santé qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, enfin c'est des acteurs bien particuliers, consommateurs d'énergie qui ont une forte empreinte, environnementale et donc des acteurs incontournables de la transition, écologique et énergétique. Et cette réflexion, on l'a menée en partenariat, vous l'avez dit, en propos introductif, avec, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier, la Fédération hospitalière de France, l'Agence régionale de santé bien évidemment et l'ADEME également. Hem et elle s'est inscrite aussi, dans cette, réflexion nationale qui a donné lieu à une planification écologique du système de santé, une feuille, de route, hein, qui est sortie en mai 2023. Hem, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est aujourd'hui donc sur le 4e plan régional santé environnement dans notre région, plan qui a été, donc adopté, l'été dernier et ça a été, nous, en tout cas pour la région, l'occasion et on a insisté pour y inscrire la transition écologique, des établissements de santé. Ça nous paraissait incontournable. Jusqu'à présent, c'était un peu 2 politiques distinctes. Hem et à travers ça, donc ce plan régional, santé environnement, on a 8 actions en région et assez simplement vous dire que parmi ces 8 actions, on en a 3 majeures que je trouve intéressant de vous dire en quelques mots, qui font vraiment le lien avec les propos de monsieur Perrin. C'est bien sûr, la promotion de la santé environnementale auprès du public jeune, qui nous paraît quelque chose de très, très important et à ça, c'est de tenir compte aussi, des étudiants et étudiants dans les formations sanitaires et sociales, futurs professionnels. Mais c'est aussi, à travers un baromètre santé-environnement, bah, s'intéresser à la perception que peuvent avoir ces publics et tout particulièrement les jeunes de la santé-environnement de ces enjeux. Ensuite, c'est toute une action sur la formation des professionnels, de santé, en exercice actuellement ou futurs professionnels. Voilà, où on voit bien qu'il y a des enjeux de prévention, on l'a dit, d'éco-conception des soins et autour des questions de prise en charge, hein, et de la manière de prendre en charge. Renforcer bien sûr leur rôle, de prévention, y compris à travers le service sanitaire. Et enfin, la troisième action, c'est vraiment d'aller accompagner les établissements de santé, dans leur adaptation aux effets du changement climatique. Parce qu'il faut tenir compte, et prévenir, je pense, la vulnérabilité du bâti face aux effets du changement climatique, voilà, parce que leur fonctionnement est impacté et on peut, je pense, anticiper. Améliorer la sobriété, l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables et bien sûr développer l'éco-conception des soins. Et là-dessus, notre idée, c'est de proposer quelque chose de global, depuis un accompagnement à la méthodologie, la sensibilisation, intervenir financièrement pour soutenir, certains projets et surtout qu'on puisse valoriser, recenser et capitaliser du coup les démarches entreprises qui me paraissent incontournables. Et donc en effet, on est en train de travailler à une stratégie régionale, de transition écologique des établissements de santé, hem, donc avec l'Agence régionale de santé, enfin tous les mêmes partenaires, que j'ai pu citer, et dans laquelle on a intégré alors prioritairement tout ce qui est, bâtiment et énergie et l'éco-conception des soins. Voilà, c'est vraiment les 2 thématiques qu'on travaille, de manière prioritaire, mais bien sûr, on ira également une partie sur les déchets, sur la question de l'eau, de l'alimentation durable, et des transports mobilité. Heu,
Donc, on le voit, c'est très, très vaste et de penser bien sûr le pilotage et la gouvernance de tout ça, heu, parce que derrière ce sera des plans d'action et essayer d'avancer en tout cas, en région. Donc on sait qu'il y a les établissements de santé, mais on sait qu'il y a aussi, tout l'exercice libéral des professions de santé. Donc voilà, ce sera aussi, un enjeu pour voir comment intervenir dans ce secteur-là. J'ai essayé d'être rapide, de donner tous les Merci. éléments, voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Virginie Pouget. Merci Philippe Perrin. Merci à vous deux pour cet exposé. Alors, nous vous souhaitons une excellente après-midi et à bientôt pour un prochain webinaire.